Alors, bonjour tout le monde, je suis Karine, je travaille au ministère de l'Éducation nationale en Israël et dans un département de Olim, c'est-à-dire des nouveaux immigrants. Et voilà, donc j'ai plusieurs rôles au ministère et un des rôles, comme je parle français, c'est de présenter le système scolaire israélien aux futurs Olim, voilà, parce que c'est un petit peu différent et c'est un petit peu un choc quand on arrive. Alors, je vous ai préparé une petite présentation que je vais vous montrer tout de suite et une présentation donc qui peut vous aider si vous voulez à préparer votre alia et à comprendre le système scolaire israélien. Maintenant, regardez, je vais aller assez vite dans un premier temps. Vous pouvez éventuellement me poser des questions, mais je préfère pas de questions personnelles parce qu'après, ça n'intéresse pas les autres gens. À la fin, vous pouvez me poser toutes vos questions personnelles. Je ne me sauve pas, je reste là autant qu'il le faut pour répondre à vos questions. Si vous avez des questions générales sur ce que j'ai dit, n'hésitez pas à m'interrompre. Mais si c'est pour quelque chose de spécial de votre enfant, c'est un petit peu dommage parce qu'après, on perd les autres. Alors voilà, gardez vos questions personnelles pour la fin. Je resterai avec vous avec plaisir tant qu'il le faut. Alors, le système scolaire israélien, il est complètement différent. Donc, ce que je vais faire au début, c'est vous expliquer les principales différences qu'il y a entre les deux systèmes. Alors d'abord, la principale, je commence par la fin en fait, c'est le but de l'éducation. En France, le but de l'éducation, c'est l'instruction. C'est-à-dire que le but à la fin de 18 ans d'école, donc de 0 à 18 ans, c'est que l'enfant soit instruit, il ait des connaissances. En Israël, le but, il est complètement différent. En Israël, le but de l'éducation, c'est l'homme. C'est-à-dire qu'on doit avoir un citoyen qui a des valeurs, qui aime sa patrie, qui aime son prochain, qui sait se surpasser, qui a des valeurs. Et bien sûr, qui a aussi une certaine instruction. Mais ce n'est pas le but en soi, ce n'est pas la priorité. Déjà, si on a compris ça, c'est pour ça que c'est la fin, mais je le mets au début, on comprend que quand on arrive en Israël, il faut faire un petit peu un switch dans sa tête et comprendre que le système est complètement différent. Il n'est pas forcément moins bien. Okay, on a le plus haut taux d'ingénieurs par citoyen dans l'OCDE. On est une start-up nation. Donc, finalement, ça marche. Okay, mais c'est différent. Alors, ça, c'est la première différence. Donc, c'est dans le but. On continue avec les autres différences. Première étape, c'est le choix des écoles et les inscriptions. Si vos enfants sont dans des écoles privées, des écoles juives, vous avez choisi des écoles. Certaines personnes, avec Marianne et Léon, on se rencontre souvent dans les salons de l'ALIA, me disent qu'ils vont choisir le lieu d'ALIA en fonction de l'école. Alors non, on choisit d'abord où on va habiter et ensuite, on se voit attribuer une école. En fait, qu'est-ce qui se passe? Les inscriptions se font à la mairie de votre localité en fonction de votre adresse. Vous devez donc arriver à la mairie la première semaine de votre alia avec une quittance de loyer, un contrat, une facture, et la mairie vous indique une école. Par contre, vous pouvez, oui, choisir le courant religieux, c'est-à-dire que dans le système public, dans chaque quartier, dans chaque ville, il y a un éventail d'écoles publiques que vous pouvez choisir en fonction de votre niveau religieux. Bien sûr, il y a aussi le circuit francophone. Il y a seulement 2 écoles agréées par le ministère de l'Éducation qui se trouvent à Holon pour le secondaire. Nous, on part du principe qu'avec toutes les aides que reçoivent les enfants jusqu'en 3e seconde, il n'y a aucun problème pour intégrer un système israélien. Et bien sûr que pour la première et la terminale, on conseille de rester dans le circuit français et de faire le bac français. Alors, les enfants seront inscrits, on me pose aussi souvent cette question, en fonction de la date de naissance. C'est comme ça en Israël, okay? On ne redouble pas, on ne va pas faire redoubler l'enfant, sauf si par exemple il est censé rentrer en première et qu'il veut rentrer dans une école israélienne et pas dans une école française. Comme le bac commence en seconde, on lui proposera de redoubler la seconde. Mais c'est vraiment le seul cas
on ne va pas faire redoubler un enfant, même s'il a déjà redoublé en France, il sera intégré en Israël selon sa date de naissance. Alors, je reviens au point numéro 2, où vous pouvez choisir, où ils vont y mettre, le courant religieux. Je vais vous expliquer un petit peu les différences entre les courants religieux. Alors, on a dit qu'il y a très peu d'écoles privées en Israël. Vous voyez, la plupart des écoles sont des écoles mamlarti, ça veut dire d'État, des écoles officielles. Et il y a des écoles qui sont privées et qui sont également reconnues. Elles sont reconnues en tant qu'école. Elles ont un droit d'avoir comme une espèce de licence qui leur permet de travailler, de s'appeler une école, mais elles ne sont pas obligées de suivre les programmes du ministère. Alors, dans le côté officiel, vous avez trois courants principaux, le laïque, le religieux et l'orthodoxe, qui est Mamlarti Haridi. Le courant religieux du milieu, ces dernières années, il y a depuis à peu près 20 ans, c'est partagé en deux courants. Un qui est plus religieux, plus léger, et un qui est religieux, plus strict. Alors, je vous vais montrer un tableau où on explique tout. Je finis avec les flèches. Et vous avez dans les écoles privées, les écoles du milieu orthodoxe qui appartiennent à un réseau indépendant. Donc, ils reçoivent, ce sont des écoles reconnues, des budgets du ministère de l'Éducation nationale, mais en fait, ils suivent leur propre programme. Et vous avez d'autres écoles qui sont comme les écoles chrétiennes ou les écoles avec la méthode Montessori ou les écoles démocratiques, par exemple, qui sont très à la mode. Voilà, donc ça, ce sont les écoles qui sont privées. Alors, pour en revenir moi, comme je suis du ministère, je vais vous parler des écoles officielles, des écoles d'État, des trois courants, et je vais vous expliquer la différence, en fait, entre ces courants. Voilà. Le problème, c'est que quand on est juif de France, c'est un petit peu difficile de se mettre dans une case. Nous, on travaille aussi avec les équipes pédagogiques en leur expliquant que ce n'est pas évident pour des juifs de l'étranger de se ranger dans une case. Mais voilà, à la fin, on y arrive. Alors, ces trois colonnes-là sont les écoles d'État. Ça, c'est le orthodoxe indépendant. Donc, au niveau des études juives, vous avez la différence. Au niveau des prières, vous avez les différences. Restrictions vestimentaires. Alors, dans le religieux dati, légère, c'est-à-dire que les filles doivent être en jupe, les garçons en kippa, mais avec des manches courtes. Si c'est le même dati, mais qui est plus strict, donc ce sera des manches trois quarts, des jupes plus longues, etc. Si c'est dans le orthodoxe, c'est déjà des collants, des chemises à col fermé, etc. Vous avez une différence au niveau de la mixité. Vous avez une différence au niveau du cursus, c'est-à-dire que dans le système orthodoxe, l'école va du CP à la quatrième, et donc le primaire est du CP à la quatrième, et après les filles vont dans un séminaire et les garçons vont dans une yeshiva. Il y a certains garçons qui vont dans des lycées qui vont jusqu'au bac. Ce n'est pas automatique, donc c'est quelque chose qu'il faut vérifier. Voilà. Donc, les écoles, on a dit, ces trois-là sont publiques. J'ai marqué ici semi-privé en ce sens où il y a plus d'heures de codège. Vous avez ici 20% de codège, ici 40% de codège. Donc, la journée est un petit peu plus longue. C'est parfois à la charge des parents. Et c'est aussi semi-privé en ce sens qu'il peut y avoir un entretien avec les parents. Okay, en fait, c'est un courant religieux qui s'est un petit peu séparé de ce courant religieux parce qu'il voulait une sélection. Là, on accepte tout le monde. On ne vérifie pas qui est religieux, qui n'est pas religieux. Là, ils ont voulu vérifier quand même qu'il y a un minimum commun dans la famille. Voilà. Ces trois courants donc, ont le même programme d'études de Chol, c'est-à-dire des études générales, des études profanes. Ils font le même bac. Ceux-là en plus et ceux-là en plus ont des heures donc d'études juives qu'on appelle les heures de collège. Voilà. S'il y a des questions sur ça, sinon je passe. Dans ces trois écoles, donc, et aussi dans certaines écoles du courant orthodoxe, nous donnons en tant que ministère des aides à l'intégration. Alors, on donne des heures d'apprentissage d'hébreu, minimum 6 heures par semaine,
Okay, c'est pour un groupe de 1 à 3 enfants. S'il y a déjà un quatrième enfant immigrant au lait dans l'école, ça devient 10 heures, etc. Et ça monte en fonction du nombre d'enfants dans l'école. Ensuite, les enfants reçoivent des allègements tout au long de leur scolarité jusqu'au bac, c'est-à-dire que même un enfant qui a intégré le CP, jusqu'au bac, il aura de l'aide et des allègements. Il aura un bac plus facile, on en reviendra tout à l'heure. Et sera bien sûr marqué nulle part sur son diplôme du bac. On a une espèce de mini-bourse de scolarité qui est du ministère de l'Intégration, mais qui arrive dans les écoles. Donc, pour vous donner une idée, attendez, voilà, je l'ai mis en français. Pour vous donner une idée, la première année d'Alia dans le primaire, c'est une petite bourse de 600 shekels, de 700 shekels dans le collège et 1000 et quelques shekels dans le secondaire. Ça, c'est la deuxième année, ça, c'est la troisième année. En général, cet argent sert à rembourser les frais de scolarité, l'achat des livres, etc. Parce qu'on me pose bien sûr souvent cette question, combien coûte l'école en Israël? Donc, vous voyez, cette bourse est censée couvrir la plupart des frais de scolarité. L'école est gratuite et obligatoire de 3 à 18 ans en Israël. Il y a une petite somme à payer pour les assurances, la location des livres, les excursions, etc. Mais ça ne dépasse pas de beaucoup ces sommes-là. C'est-à-dire que ces sommes que le ministère envoie couvrent en général la plupart des frais de scolarité. Le petit inconvénient, c'est que la bureaucratie fait que cette somme d'argent arrive seulement vers le mois de novembre dans les écoles. Donc, si jamais on demande aux parents de payer, ou bien l'école sait que l'argent va arriver et fait attendre le paiement, ou bien vous payez de toute façon en échelonnant en 10 paiements et vous serez remboursé, on arrête les paiements. Voilà. Donc, ça, c'est ce que les enfants reçoivent quand ils arrivent en Israël. Autre chose qu'il faut faire quand on arrive en Israël, je vous l'ai dit au début, c'est faire un petit changement dans sa tête, c'est-à-dire que le stress de l'école française, le stress des devoirs, de l'excellence, de la comparaison, etc., on le met entre parenthèses, surtout la première année. Okay, c'est normal, les enfants ont besoin d'une année de mise en route, une année d'adaptation. Alors, la première année, on met l'accent sur l'hébreu et les matières spirales. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les matières spirales? En fait, on distingue à l'école deux sortes de matières. Les matières à chapitre, comme par exemple l'histoire, où vous pouvez en troisième étudier le Moyen-Âge et en seconde étudier la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire que si l'enfant n'a pas du tout appris le Moyen-Âge, ça ne l'empêchera pas d'avoir une très bonne note quand on fera un cours sur un tout autre chapitre. Par contre, il y a des matières à spirale. Les matières à spirale sont des matières où on peut avoir des lacunes. Chaque nouveau cours est basé sur des connaissances précédentes. Okay, ce n'est pas comme l'histoire. Donc, la première année, en général, ce sont les langues, les maths, l'anglais et l'hébreu. La première année, on met l'accent sur ces trois matières. On n'embête pas les enfants avec les devoirs en géographie. Personne ne leur demandera, personne ne se fâchera sur eux s'ils n'ont pas fait les devoirs. Et ce sont, comme c'est une matière à chapitre, okay, si par exemple il a raté des cours sur le désert, il pourra l'année d'après exceller dans le chapitre sur les montagnes. Donc, ça, c'est ce qu'on fait la première année. On donne aux enfants, on leur limite le stress, on se centralise sur les trois matières principales. L'épanouissement social est aussi la priorité de la première année. Se faire des copains, se faire des amis qui parlent hébreu, c'est très important. L'enfant doit aller avec plaisir à l'école et c'est vraiment la priorité. Après, les années suivantes, la deuxième, la troisième année, on intègre doucement, doucement les matières à chapitre et on met un peu plus de priorité sur les devoirs tout en prenant conscience que le stress des devoirs n'est pas du tout le même qu'en France. Voilà. Alors, autre différence entre les systèmes scolaires, vous avez déjà le cursus. Okay, la grosse différence, c'est que la sixième fait encore partie du primaire en Israël. Donc, si vous avez des enfants qui vont aller en sixième, ils seront encore au primaire. C'est très bien. Le GAN, le jardin d'enfants, 3 ans, donc petite, moyenne et grande section, c'est la même chose.
je vous ai dit donc que l'école est obligatoire à partir de 3 ans en Israël. Donc, quel que soit le moment où vous arrivez, on est obligé de vous trouver de la place. Autre différence, voilà la journée type dans le système scolaire en Israël. Alors, on commence à 8 heures, du dimanche au vendredi. Okay, et une semaine de 6 jours, compris le dimanche. C'est un peu difficile au début, mais on s'y fait. On commence par les 2 premiers cours, donc la prière dans les écoles religieuses. Et ensuite, alors voilà, pour ceux qui me demandent quand on mange, il y a une grande récréation où on mange, c'est-à-dire que chaque enfant apporte, vous voyez sa boîte, avec un sandwich protéiné, omelette, thon, dinde, etc. Ce n'est pas facile toujours pour les petits Français qui mangent à la maison et n'ont pas faim à 10 heures, des fruits et des légumes. Ensuite, il y a 2 autres cours, une petite récréation où on peut compléter une petite collation d'un fruit. Et ensuite, il y a encore en général 2 cours. Donc ça c'est la journée type. Okay, il y a des écoles où c'est un peu plus long, il y a des écoles, en général, c'est pas tellement plus court. Mais voilà, c'est vrai que les enfants finissent tôt en Israël. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec eux l'après-midi? Pour ce qu'on appelle le GAN, la maternelle et les 3 premières années de primaire, il y a un rallongement de la journée. Donc, je vous ai dit que l'école était gratuite jusqu'à 14 heures. Après, le rallongement de la journée est payant et il comprend un repas, du soutien scolaire, de l'aide aux devoirs, des activités. Si vous déjà vous payez ce rallongement de la journée, il vous donne aussi, il vous résout le problème des vacances scolaires où les enfants sont également pris en charge par ce qu'on appelle ce fameux Tsaharon, cette garderie de l'après-midi. Voilà. Après, il y a évidemment les activités extrascolaires à partir de 16 heures, donc 2 heures, 16 heures, on se repose. Et à partir de 16 heures, les enfants reprennent à côté de la maison, dans des centres qui s'appellent Matnas, toutes les activités extrascolaires. Celui qui veut faire de la danse, tous les instruments de musique, de la flûte, de la guitare, du violon, tous les sports, du judo, du basket et de la danse, les arts également, le dessin, voilà, au choix des affinités de l'enfant l'après-midi. Alors, une autre différence, c'est l'uniforme. À partir du primaire, les enfants doivent venir à l'école avec un t-shirt qui porte le logo de l'école. Ensuite, une autre différence, ce sont les notes. Alors, les notes sont sur 100, mais ce n'est pas parce que c'est différent que je vous dis que les notes sont sur 100, c'est parce que la valeur de la note est complètement différente en Israël. C'est-à-dire que on n'a pas cette valeur sacro-sainte comme en France de la note qui classe les enfants et qui les fait se comparer. Okay, c'est très important de comprendre que chaque enfant, les enfants ne sont pas comparés. En France, on pousse les enfants à surpasser les autres. Les enfants sont classés. Il y a après, dans l'éducation supérieure, il y a des concours pour entrer dans la police, etc. Enfin, tout est concours. Ça veut dire qu'on doit être meilleur que les autres. En Israël, la conception est complètement différente. On doit se surpasser soi-même. C'est-à-dire l'enfant doit toujours repousser ses propres limites. On s'en fiche un petit peu des autres. On va mesurer l'effort qu'il a fait, l'avancement qu'il a fait, et on ne va pas le comparer aux autres. Okay, c'est pour ça, par exemple, qu'il y a également qu'il n'y a pas de classement, ni, comme je vous l'ai dit, ni de comparaison. Les enfants sont dans les matières à spirale souvent en demi-groupe. Donc, j'entends en France que le ministre de l'Éducation ont proposé d'instaurer les demi-groupes, etc. Ça fait beaucoup de bruit en France. Chez nous, ça marche depuis très longtemps. Et ça permet aux enfants, dans les matières à spirale, de ne pas avoir de lacunes. Donc, ils sont, dès les petites classes, séparés en plusieurs groupes et pour que chacun puisse, en fait, avancer à son rythme, voilà, sans qu'il y ait de perte de motivation ou d'accumulation de lacunes. Voilà, donc ça, c'est pour les notes. Okay, donc, on a dit, on dédramatise moins.
à tel point que même maintenant, dans les petites classes, il n'y a plus de notes. On ne veut même pas traumatiser les enfants. Moi, j'ai vu de France des enfants qui sont venus du GAN, de la grande section, avec un bulletin scolaire. Et chez nous, même au primaire, dans les petites classes, il n'y a pas de notes. Il y a des appréciations. Combien l'enfant investit, combien il avance, sans, encore une fois, le comparer à rien du tout. Voilà. Et donc, en plus des notes, l'accent est mis sur la performance, mais pas forcément sur les connaissances. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que, Annie Bezoum, ça veut dire que qu'est-ce que l'enfant va savoir faire avec ses connaissances, ok? C'est-à-dire que même si c'est une langue, par exemple, en anglais, on ne veut pas tellement savoir combien de mots il sait, mais qu'est-ce qu'il peut faire avec? Est-ce que l'enfant sait se présenter? Est-ce que l'enfant sait tenir une discussion? Est-ce que l'enfant, voilà. On met beaucoup plus l'accent après sur la performance que sur uniquement les conséquences. Ensuite, encore une différence, l'année scolaire et le calendrier scolaire est un petit peu différent. Okay. Alors, vous avez beaucoup plus de jours d'école qu'en France, parce que c'est 6 jours par semaine et qu'il y a beaucoup moins de vacances. Comme vous le voyez, les vacances sont calquées sur le calendrier des fêtes. Donc, vous avez à Rosh Hashanah la veille de la fête et les 2 jours de la fête, à Kippour la veille de la fête et le jour de la fête. Voilà, à part à Pessah où il y a un petit peu plus que la semaine de Pessah, en général, les vacances scolaires sont calquées sur les fêtes. Et il y a également des journées spéciales où il y a école, okay, donc, où il y a des cérémonies dans l'école. Et ce jour-là, il faut venir, je vous ai dit, un t-shirt avec le logo de l'école, avec un t-shirt blanc. Voilà. Alors maintenant, je vous montre une photo pour vous expliquer une des grandes différences du système scolaire en Israël. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? Je vous pose la question. Quelqu'un veut répondre? Qu'est-ce que vous voyez dans la photo? Elisa, vous êtes Alors, en mute. Vous Bonjour, êtes en mute. j'essaye de regarder, de comprendre un petit peu. Peut-être qu'ils trient enfin, qu'ils enlèvent les déchets, qu'ils ramassent les déchets qui sont dans la forêt. exactement. Alors, on a des enfants qui nettoient la forêt. Et je vais vous dire quelque chose, c'est que cette activité se passe sur le compte des cours de maths. Normalement, ils auraient dû, dans l'emploi du temps, avoir des cours de maths. Alors, pourquoi je vous dis ça et je montre cette photo? Parce qu'avec mon expérience des anciens OLIM avant vous, je recevais beaucoup de plaintes de parents qui me disaient qu'est-ce que c'est que cette école? Aujourd'hui, ils sont allés nettoyer la plage, aujourd'hui, ils sont allés nettoyer la forêt. Alors, je reviens maintenant au but de l'éducation. Nous, qui n'est pas forcément l'instruction, mais l'homme. Et c'est pour ça qu'il y a énormément d'activités informelles dans l'emploi du temps des enfants. Il y a beaucoup de cours qui sautent parce que ce n'est pas seulement l'instruction qui est importante, ce sont aussi les valeurs. Nous, quand on voit cette photo en Israël, on voit un enfant qui aime son pays, un enfant qui ne va pas salir parce qu'il a appris à nettoyer. On voit une dynamique de groupe, personne n'est dans son coin, des enfants qui apprennent à travailler ensemble, qui apprennent à s'entraider. Nous, on voit énormément de valeurs dans cette photo par rapport à quelqu'un qui vient d'un autre pays et qui dit c'est une perte de temps, ils ne sont pas dans la classe avec leur prof de maths. Okay. Donc, quand je vous dis qu'il faut faire un switch dans sa tête, c'est ça, c'est cette photo. Beaucoup de cours qui sautent, beaucoup d'activités. Là, il y a la semaine de l'écologie. Les enfants ont eu des conférences, ont eu des ateliers sur le recyclage, ont été nettoyés, ont eu des conférences sur la pollution. Voilà, tout ça pour en faire des citoyens concernés qui aiment leur terre et leur planète. C'est le but de l'éducation en Israël. Alors, pourquoi il y a tellement d'éducation informelle? D'abord, c'est parce que c'est très important. Quand je vous dis ça veut dire quoi? Le but, c'est l'homme.
c'est qu'ils lui donnaient la possibilité d'acquérir d'autres compétences qui sont purement scolaires. La responsabilité, la citoyenneté, la tolérance, aimer les gens qui sont différents, savoir prendre une décision, par exemple, développer son sentiment d'appartenance, à qui j'appartiens, à quel pays, quel est mon rôle dans ce pays. Okay, par exemple, pour l'histoire de la prise de décision, je vous donne un exemple. Il y a un moment dans la vie où je vois en ce moment les enfants qui s'inscrivent sur Parcoursup, etc., qui doivent faire des choix, qui doivent prendre des décisions. Nous, on part du principe que pour prendre la bonne décision, un enfant doit se connaître. Donc, ils vont bien se connaître. Donc, ils vont avoir des cours. Okay, on va mettre à moyen des cours d'aptitude au sein des classes où on va leur apprendre à se connaître et on va leur apprendre à prendre une décision. Okay, on va leur faire, par exemple, des activités comme nettoyer la plage, mais c'est plein de choses qui vont autour. À la fin, les enfants devront écrire une réflexion. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Qu'est-ce que j'ai ressenti? C'est-à-dire, c'est pas seulement on est parti nettoyer la plage. Il y a tout un travail avec des gens spécialisés dans ça dans l'école qui vont les aider à acquérir ces compétences. Vous avez également l'engagement communautaire, par exemple. À partir de la seconde, les enfants sont obligés de faire du volontariat. Alors, obligé, volontariat, ça ne va pas dans la même phrase, mais c'est pour ça qu'on appelle ça engagement communautaire. Okay, donc, c'est citoyenneté, responsabilité, être en contact avec des enfants handicapés, avec des enfants différents. Tout ça, c'est très important. C'est une matière qui est obligatoire au bac. Et bien sûr, toutes les activités, les autres activités informelles dont on a parlé. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que l'éducation informelle, finalement, nous, on voit que c'est très important. D'abord parce que l'enfant, il est vu sous d'autres angles, autres que scolaires. Il y a des enfants dans les activités informelles qui brillent et qui se sentent aimés. Et on voit que grâce à ça, en fait, grâce à cette possibilité qu'on leur a donnée de s'épanouir et de montrer leur qualité, leurs points forts, et ben les bonnes notes, finalement, ça va venir tout seul. Il n'y a pas ce stress qui est centré sur l'école. Attendez, ça a sauté. Voilà. Bien sûr, la responsabilisation, le renforcement de la citoyenneté, du sentiment d'appartenance, l'esprit groupe, la vie en société, tout ça sont des choses que nous allons réussir à appartenir grâce à l'éducation informelle. Donc, vous voyez, j'en parle un petit peu beaucoup parce que c'est quelque chose de très important qui n'existe pas toujours dans les autres pays. Et donc, voilà, quand je dis qu'il faut faire un switch dans sa tête, qu'il faut faire un petit changement, c'est comprendre l'importance de ces choses-là dans l'éducation en Israël. Une autre différence, c'est qu'à l'école en Israël, il y a des gens, des rôles, des gens qui sont en place qui n'existent pas en France. Alors, vous avez un organigramme d'école, donc vous avez un directeur, un sous-directeur, vous avez un responsable de toute la même promotion de classe, c'est-à-dire tous les élèves de 4e, tous les élèves de 3e, ils ont une personne qui s'appelle Rakaz. Donc, c'est un mot qu'il va falloir apprendre en hébreu. Rakaz, c'est quelqu'un qui centralise quelque chose. Ensuite, vous avez dans chaque classe un prof principal. Le prof principal, alors déjà, ça n'a aucun rapport avec le prof principal en France qui s'occupe de choses administratives. C'est quelqu'un qui connaît votre enfant, qui va le prendre plusieurs fois, discuter entre quatre yeux, qui va le connaître, qui va se soucier de lui, okay, qui va le suivre. Et vous avez une autre personne qui s'appelle Yoetzet. Alors, Yoetz quand c'est un homme, Yoetzet quand c'est une femme. La traduction de Yoetzet, c'est conseillère, mais en fait, cette personne est chargée dans l'école du bien-être des enfants. Si, par exemple, il y a des difficultés scolaires, elle va vous envoyer faire un bilan. Elle reçoit le bilan et elle va expliquer aux enseignants comment travailler, au vu du bilan, comment travailler avec l'enfant. S'il y a des problèmes avec les autorités sociales, etc., c'est elle qui fait le contact avec l'assistante sociale de la mairie. S'il y a un problème de violence dans l'école, un problème de racisme dans l'école, un problème de quarantaine dans l'école, tout ça, elle est responsable dans l'école. C'est quelqu'un qu'il faut connaître et ne pas hésiter
à lui parler et lui faire part des problèmes. Voilà. Donc, ce sont, en voyant en rouge là, les personnes qui n'existent pas dans les écoles traditionnelles françaises et qui existent en Israël. Alors, quand on rentre dans une école en Israël, on dit c'est quoi ce. Voilà. Il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup d'agitation. C'est parce que le système il est différent. Il y a beaucoup moins d'interdictions, il n'y a pas de surveillants, il y a une discipline qui est complètement différente, qui est basée sur la prise de responsabilité. C'est-à-dire que je vous donne un exemple. Si par exemple, dans la classe, il y avait un four brûlant, ok, alors en France, il y aurait 3-4 barrières et des panneaux partout, interdit, interdit d'approcher, interdit d'approcher. Si c'était en Israël, il n'y aurait rien, rien, mais il y aurait les enfants, par exemple, recevront une conférence de quelqu'un qui raconte comment il s'est brûlé, par exemple. Vous aurez les grands à la récréation qui surveillent que les petits ne touchent pas, qui vont être responsabilisés. Voilà, c'est un petit peu la différence. Donc, quand on arrive en Israël et qu'on ne voit pas toutes les barrières et tous les panneaux d'interdiction, donc on risque, on n'a pas reçu, si vous voulez, toute l'éducation qu'ont reçu les autres et toutes les formes de faire attention, alors on risque éventuellement de se brûler. Donc, ça paraît un petit peu moins organisé que dans les autres pays, mais le plus important, c'est que c'est basé sur l'autodiscipline, sur la prise de responsabilité. On le voit aussi, par exemple, avec les devoirs. Okay, beaucoup de fois, les professeurs ou ne vérifient pas les devoirs ou disent ah, t'as pas fait les devoirs, c'est pas bien, la prochaine fois, tu les feras. Donc, les enfants qui ont l'habitude du système français vont dire ah, alors, c'est pas obligé les devoirs, c'est pas important. Non, tu ne fais pas les devoirs pour la prof, tu ne fais pas les devoirs parce que tu as peur de la prof. Le but, c'est que l'enfant, dès les plus jeunes âges, il comprenne qu'il fait les devoirs pour lui. Donc, s'il ne les a pas faits, il va comprendre tout seul que c'est contre lui, que ça va lui enlever des points au contrôle, que ça va lui enlever des points dans certaines choses. Il va pas être, c'est pas un drame. Voilà. Alors, il y a aussi en Israël beaucoup plus de liberté, justement à cause de cette autodiscipline et de cette façon de responsabiliser les enfants. Alors, quand on vient en Israël, il faut garder son éducation à la française et ça nous amène au rôle des parents, ce qu'on attend d'eux. En Israël, c'est aussi quelque chose de différent. Alors, vous avez en fait ce qu'on attend des parents, c'est un partenariat très étroit avec l'école. C'est-à-dire, justement, comme il y a beaucoup de liberté, il y a ce triangle parents, enfants, enseignants, école. Et les enfants, il est très, très important qu'ils se sentent cernés par l'école et par les parents, qu'ils sentent qu'il y ait cette coopération. Alors, on est très familier avec les enseignants en Israël. On a leur numéro de téléphone, on a leur WhatsApp. On demande au moins une fois par semaine, est-ce que tout va bien? C'est-à-dire, on n'attend pas la réunion parents d'élèves pour communiquer avec les enseignants. Les enseignants aussi vous appellent pour un oui ou pour un non. Et c'est très important. C'est-à-dire que les enfants qui font leur alia, les nouveaux immigrants, quand ils voient les libertés qu'il y a, ils vont chercher à chaque fois la faille. Et ils vont profiter que les parents ne comprennent rien, ne comprennent pas l'hébreu, ne comprennent pas le système, pour exagérer. Donc, c'est très important que vous gardiez votre éducation à la française, que vous soyez toujours en contact avec les enseignants, que les enfants sentent qu'il y a une coopération, qu'ils se sentent cernés. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on attend des parents. C'est pas facile, mais à la fin, on s'y met. Et le barrage de la langue ne doit pas être un barrage. On trouve toujours quelqu'un qui parle français, on trouve un peu d'anglais, etc., une compréhension. C'est pas non plus le niveau de participation qui est important, c'est le fait qu'il y ait la participation, c'est très important pour les enfants. Voilà. Alors, on a des enfants qui ont des besoins qu'on appelle spéciaux. J'ai mis dans ça les enfants de l'éducation spécialisée, les enfants qui ont besoin d'une AVC, d'aide, qui ont de dyslexie, tout ça, l'éducation spécialisée, et les enfants qui sont aussi surdoués. Alors, ça, c'est complètement différent en Israël de la France. En gros, dès qu'un enfant a des besoins, je ne parle pas des enfants surdoués après, je parle des enfants qui ont des besoins
ou bien des problèmes d'apprentissage ou bien des handicaps. Donc, il faut venir en Israël avec tous les bilans traduits et demander à la mairie une commission. Donc, on pourra être en contact si jamais il y a un problème. Vous avez des coordinateurs d'ALIA dans toutes les villes. La commission vous donnera après la solution pour l'enfant, que ce soit une aide, que ce soit une classe spécialisée, une école spécialisée, ça varie en fonction des besoins des enfants. Les enfants précoces, hein, les enfants surdoués sont gérés de façon complètement différente. On ne fait pas sauter des classes à un enfant surdoué, on élargit ses connaissances. C'est-à-dire que les enfants, après des tests qui ont été détectés surdoués en Israël, ne vont pas aller à l'école un jour par semaine, ils vont apprendre autre chose jusqu'au secondaire. Après, dans le secondaire, ils pourront commencer à accumuler des UV à l'université. Donc, en gros, voilà, c'est comme ça qu'on gère les surdoués. En aucun cas, ils ne seront pas avec des enfants qui ne sont pas de leur âge. Ils resteront toujours avec des enfants de leur tranche d'âge. Voilà. Alors, on arrive au diplôme du bac. Donc, je ne sais pas si c'est pour vous, vous avez des enfants à l'âge du bac, mais donc je vais y passer rapidement. Ça, ce sont les matières qu'il faut apprendre au bac. Donc, toutes les matières qui sont au bac. Ça, ce sont les matières que l'école, dont l'école donne la note. Ça, ce sont la spécialité que l'enfant doit choisir. Alors, la spécialité, elle peut être scientifique, biologie, chimie, physique, informatique, il y a un énorme éventail. Vous avez littéraire, dont les langues. Vous avez le français, vous avez le russe, l'arabe, le théâtre. Vous avez les sciences sociales, comme la psychologie, la sociologie. Vous avez des spécialités technologiques, comme l'électronique, par exemple. Et vous avez les écoles religieuses qui proposent une matière d'études juives, comme la Gemara ou le Tanakh, la Bible, comme spécialité, comme matière approfondie. Bien que ce soit une matière obligatoire au niveau basique. Mais les enfants peuvent élargir la matière et en faire une spécialité. Ensuite, vous avez les matières obligatoires. Alors, toutes ces matières-là, okay, qui sont, donc cette matière, la dernière, c'est que dans les écoles religieuses. Il existe un questionnaire plus facile pour les Olim. Et encore une fois, ça n'apparaît pas dans le diplôme du bac. Les maths et l'anglais peuvent se faire à 3 niveaux, au niveau 3, 4 ou 5. 3, ça suffit pour avoir le bac. 4 et 5, c'est pour entrer à l'université. Mais ce qui est plus facile dans le bac israélien, qui est beaucoup moins stressant que le bac français, c'est qu'il est complètement modulable. Chaque petite case que vous voyez dans ce tableau est autonome. Pourquoi? Parce qu'à 18 ans, on a autre chose à faire que redoubler sa terminale. On a plein de choses à faire à 18 ans en Israël. Donc, on garde toutes les matières qu'on a mis dans son panier, on les garde. Et si on a raté une matière, ou on veut améliorer une note, on peut repasser que la matière. Si, par exemple, en maths, on n'a fait que 3, que coefficient 3 yéchidot, ça s'appelle, par difficulté de la langue, par manque de motivation, par manque de maturité, ça n'empêchera pas l'enfant de devenir ingénieur ou médecin. C'est-à-dire, il peut, après, compléter de 3 à 5. Il n'y a pas, si vous voulez, cette orientation dès les petites classes qui font que l'enfant va avoir certains débouchés qui vont être bouchés. Tout est ouvert. Après ta terminale, après l'armée, après le service, on reprend la matière ou les matières qu'il faut pour pouvoir aller étudier ce qu'on veut. Okay? Donc ça, c'est un énorme avantage du bac israélien, beaucoup moins stressant, beaucoup plus modulable. Voilà. Donc on a dit, chaque matière est indépendante. Pour résumer, l'intégration scolaire, pour finir, se déroule en 3 parties, 3 phases, pas l'une après l'autre, elles doivent être en même temps, bien sûr. L'apprentissage, donc l'apprentissage, c'est-à-dire l'apprentissage de l'hébreu, éviter les lacunes, rattraper les lacunes et apprendre les méthodes d'apprentissage israéliennes. Donc, c'est ce que nous, on demande aux écoles de donner aux enfants. Vous avez l'intégration sociale. L'enfant doit absolument avoir une vie sociale, des amis, si possible, qui parlent d'autres langues que le français. Et bien sûr, l'intégration culturelle,
on est fier de ses origines, on est fier de sa culture, mais on intègre un pays avec une autre culture qu'il faut également connaître. Voilà, donc ça, ce sont les 3 phases de l'intégration scolaire, ce que nous, on exige en fait des écoles d'apporter à vos enfants. Voilà, donc si... on peut faire un petit contrôle. Faire ou ne pas faire. Voilà, alors, partager avec ses enfants ses questions et hésitations sur le système éducatif en Israël. Non, on a dit qu'il est différent et souvent on entend beaucoup de parents qui se plaignent, comme les parents du petit qui est revenu de nettoyer la forêt et qui dit on n'a rien fait aujourd'hui, et les parents qui disent c'est quoi cette école, ils font rien. Donc ça sape la motivation de l'enfant. Donc éviter les critiques, manifester sa confiance dans l'école. Et on a dit, c'est différent, mais ça marche. Le suivi régulier de l'enfant, on n'attend pas les 2 petites réunions de parents d'élèves. Régulièrement, on peut envoyer un WhatsApp au prof principal et demander comment ça se passe. Être ouvert au changement de vision de l'éducation, on l'a dit. Donner plus de liberté aux enfants, non. Alors, on a dit non. Inviter des camarades hébraïsants de la classe à la maison. On a dit la vie sociale dans d'autres langues. Et laisser les enfants à la maison le jour du tioul. Le tioul, c'est l'excursion. Il y en a beaucoup. Alors, les enfants n'ont pas tellement envie d'y aller parce qu'ils doivent, c'est nouveau pour eux. Et vous dites, bon, il n'y a pas école ce jour-là, ils font rien, donc c'est pas grave, il peut rester à la maison. Non, c'est l'éducation informelle, c'est des choses que votre enfant ne fera pas avec vous, c'est des choses que votre enfant va rater, et il est puni 2 fois s'il n'y va pas. Il est puni parce qu'il a raté une super sortie, et il est puni quand les enfants reviennent et échangent. Ouais, c'était super, on a fait ça, et rigolent. Ce sont en fait créer une certaine ambiance, et là, l'enfant, il est déconnecté, je ne sais pas de quoi il parle, donc il est doublement puni. Donc ça, c'est quelque chose de très important, de les pousser à aller aux activités informelles. Voilà. Donc, merci de m'avoir écouté. J'arrête la présentation et je passe aux questions si vous en avez. Merci beaucoup, Karine. C'était vraiment intéressant, même pour moi. Alors, vous pouvez ouvrir votre microphone, vous pouvez poser des questions, bien sûr. Euh, voilà. Je peux vous Bon, dire je peux vous dire par expérience qu'une des choses plus importantes que vous pouvez faire, c'est déjà de commencer, si vous pouvez, dès maintenant, apprendre l'hébreu, faire attendre les enfants l'hébreu le plus possible, et voilà. Bonjour. Oui. Moi, j'aurais une question sur les internats religieux pour garçons de 13-14 ans. Alors, les internats, c'est à partir de la 3e. Donc, 13 ans, non. Avant la 3e, il n'y en a pas. Bah, d'abord, c'est très déconseillé. Donc, voilà, c'est un âge où les enfants ont encore besoin d'être à la maison. Donc, déjà, c'est déconseillé. Et ça existe, mais c'est très rare. Avant la 3e, c'est fortement déconseillé. Et maintenant, ça serait un internat avec les parents ou sans les parents? C'est-à-dire avec les parents. C'est-à-dire que vous l'envoyez tout seul en Israël? Ou alors... Ah non, non, moi, je fais ma Aliyah. Et donc, j'ai un fils qui doit redoubler la 4e. Et j'aimerais le prendre avec moi et le mettre en internat. Alors, comme on a dit qu'on ne redouble pas en Israël, s'il rentre en 3e, il pourra intégrer un internat. Alors, vous cherchez quelque chose de religieux mixte ou religieux que garçon? Plutôt que garçon. Alors, regardez, dans la présentation que vous allez recevoir, il y a les coordonnées de Monsieur Yoel Grumbach à la fin de la présentation. Je l'ai déjà eu et il m'a conseillé un internat qui n'était pas du tout adapté. Et c'est pour ça que maintenant, j'ai une grande problématique à savoir si je prends mon fils avec moi ou pas en Israël. Qu'est-ce qu'il vous a proposé? Il m'a proposé Yemin Horde et je me suis retrouvée avec un ancien éducateur de l'école qui m'a confirmé qu'il y avait des problèmes de drogue énormes dans cet internat et pourtant, il me l'a conseillé. Et quand j'ai pris mes renseignements par ailleurs envers d'autres personnes,
On m'a fortement déconseillé cet internat. Moi, j'ai pas entendu qu'il y a des gros problèmes de drogue là-bas, mais et puis c'est mixte, hein, c'est pas très religieux, hein. Si vous me dites que vous voulez quelque chose de religieux, Et on a l'impression qu'il y a un double langage, en fait, au niveau des écoles en Israël. On a l'impression que quand on fait la Aliyah, on nous présente des choses qui ne sont pas forcément adaptées et c'est juste le chiffre de la Aliyah qui importe et pas vraiment ce Ah qu'on non, non, notre alors moi, je ne vends rien du tout. Moi, je ne vends Voilà. rien du tout. Moi, je ne vends rien du tout. Ok, donc, j'ai rien à vendre. Je ne conseille pas d'école non plus, par principe. Ok, j'explique les différences entre les écoles. Voilà, c'est ce que je peux vous expliquer. Mais je ne vous dirai jamais d'aller dans celle-là, elle est bien ou celle-là, elle n'est pas bien, parce que c'est quelque chose, c'est une démarche tout à fait personnelle. Donc, voilà. Oui, Mais, Madame Cohen, si je peux intervenir là sur cette dernière phrase que vous venez de dire. Comme vient de dire Karine, on vous donne des informations et à vous de juger, mais il n'y a pas de sous-entendu ou Non, autre. non, mais Faire je parle absolument pas de vous, certainement pas. Non, non, C'était j'ai bien compris, mais justement, c'est pour ça que c'est moi qui interviens parce que je vois de manière globale l'ALIA de France. On est là pour vous donner des informations et vous encourager, pas pour vous convaincre. C'est vous qui décidez, c'est vous qui prenez les décisions. Le grand choix au niveau de l'éducation en Israël, quelquefois fait peur. On aimerait bien avoir deux choix ou un, et puis c'est tout. Comme il y a un large choix, mais après, on peut rentrer dans le détail avec vous et Karine pourra vous donner du détail. Je veux bien, oui, je veux bien parce que voilà, c'est Vous êtes un bien vrai. invité, vous êtes bien invité à nous Oui, écrire un petit vous allez écrivez-moi. mail. habiter où? Vous allez habiter où? Naharia. Ok. Pas prêté. Et bon, alors, si vous voulez, on en parle après, mais pourquoi, ma question, c'est pourquoi un internat? Pourquoi Parce que le contexte personnel est particulier. J'ai divorcé et mon fils est en pleine crise d'adolescence et c'est une situation très complexe. Mhm, bien sûr. Et le père reste en France, veut garder son fils, donc c'est très compliqué. Il y a un problème de voilà de l'épanouissement de l'enfant, un problème de ne pas éclater la famille. Euh, c'est vraiment un cas problématique. Mhm, Ok. Non, parce que l'internat ne résout pas toujours les problèmes. C'est ça aussi. Il ne faut pas non plus miser dessus comme solution. Mais bon, on sera en contact après et on essaiera de voir d'autres solutions. Alors, j'ai mon fils qui est en CM2 actuellement, donc j'ai bien compris que la sixième faisait partie du primaire et c'était pas le collège encore. Par contre, il est très probable que on lui mette un redoublement puisque les notes sont quand même assez faibles. Et donc voilà, je voulais que vous me confirmiez qu'il y a pas de redoublement, c'est-à-dire que nous, si on arrive avec un bulletin qui n'est pas avec des notes Vous qui allez sont dans faibles, quelle ville? à Ranana. Écoutez, moi, je sais qu'en général, on ne demande pas les bulletins. Donc, Ah, vous demandez pas les bulletins? non, parce que encore une fois, les enfants vont être intégrés selon leur tranche d'âge. Moi, ce que je vous propose, c'est de rien dire. D'accord, Si on vous demande des bulletins, ben, je vous le donner, mais pas de vous-même. C'est-à-dire, voilà, il est en sixième, donc il est en en CM2, donc CM2. l'année prochaine, il rentre en sixième. Et voilà, la première année, c'est une année d'intégration, c'est une année, et puis comme je vous ai dit, le système est beaucoup moins stressant, beaucoup moins, il peut y avoir un changement, il peut y avoir un grand changement. Donc, D'accord, c'est pas la peine de partir déjà avec le handicap et l'étiquette mauvais élève. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dommage. Au d'accord, pire, au pire, au pire, ce qui est très rare, il redoublera la sixième, mais c'est dommage de partir a priori déjà sur ça. Vous comprenez? d'accord. Oui, C'est dommage. Si on ne vous demande d'accord. pas de bulletin ni rien,
Je les présente pas. D'accord. Je savais même pas. Je savais même pas qu'il fallait pas les présenter. Bah, vous m'apprenez quelque chose. D'accord. Donc, Non, je ne donne rien. il y a quelqu'un à la mairie de Ranana, il y a Muriel qui s'occupe des inscriptions. Je ne sais pas si vous la connaissez. Une Non. dame qui s'appelle Muriel, donc qui parle français. Et je ne sais pas si elle demande des bulletins ou pas, mais normalement, on ne fait pas redoubler en Israël. D'accord. Je peux vous dire D'accord. par Donc, expérience, Elissa, Madame- Elissa, je Oui. peux vous dire par expérience que, parce que moi, j'ai eu mes 3 enfants qui ont fait Aliyah il y a 6 ans, et mon Mhm. grand, il devait commencer Kita Zayin, c'est le Cinquième. cinquième, voilà. Donc, ils ont demandé le bulletin, mais sans problème. Ça veut dire que je présentais ce qu'il a fait, mais les notes n'étaient pas importantes, quoi. Il n'a pas D'accord. redoublé, il a commencé sa classe. Pour eux, c'était plus important, comme expliqué avant Karine, que l'enfant rentre avec les élèves de son âge, plus que voir s'il a eu une bonne note en maths ou non. Mais comment vous faites face si les difficultés s'accumulent? Comment faire face à ça? C'est l'école qui prend charge de ça, D'accord. Alors, ce n'est-ce que je pas? vous ai dit, tout ce qui est matière à chapitre, ok, pas de souci. Le jour de l'examen, le jour du bac, quelques jours avant, il aura de l'aide, etc. Il ira à l'examen et c'est tout. Au début, l'hébreu, les maths, l'anglais. Vous mettez Ouais. l'accent sur ces 3 matières pour éviter les lacunes. Mhm. D'accord. Quand c'est déjà 3 matières seulement pendant un an, ça aide. C'est beaucoup plus D'accord. allégé, ça permet de focaliser et de voir s'il y a des soucis, s'il y a des points. En plus, je vous ai dit, il y a des groupes, il y a des demi-groupes. Donc, s'il n'est pas, dire, c'est pas qui, on va toujours trouver quelque chose. Le système israélien est très flexible. Okay, il s'adapte beaucoup à chaque enfant. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Voilà, et Merci. n'hésitez pas en Israël, on demande. Hein. N'hésitez pas à demander. Voilà. Karine a Allez-y. parlé de la maîtresse, de la Yoetzet Voilà. Oui, et j'ai tout des gens aux enregistré. alentours. Voilà. D'accord. J'habite Ranana. S'il y a besoin, contactez-moi. C'est Voilà. gentil. On est là pour vous aider. C'est que l'enfant Merci. il aille de bon cœur en chantant sur la route de l'école, content de retrouver ses copains, etc. Les bonnes notes, ça viendra après. Voilà. Donc, le plus important, c'est de ne pas arriver le matin avec la moue, je ne suis pas bien, c'est pas là, on m'aime pas, etc. Le but, c'est qu'ils se sentent aimés, appréciés pour ce qu'il est. Vous savez, les enfants en Israël, chaque enfant, il est bon dans quelque chose. Et la première chose qu'on fait quand on reçoit un enfant, c'est chercher dans quoi il est bon. Alors ça, c'est pas forcément les maths, ça peut être le dessin, ça peut être le foot, et lui donner cette impression qu'il est bon dans quelque chose, qu'il est apprécié pour ça. Et après, les bonnes notes, ça va. Vous comprenez? C'est pas Mhm. focaliser sur le scolaire 100%. D'accord. Lui redonner confiance en lui. Donc on ouvre une nouvelle page, on va en Israël, il faut lui parler, il faut lui expliquer. Au début, tu ne comprends pas, il faudra travailler, mais beaucoup moins que seulement 3 matières. Tu ouvres une nouvelle page, tu dois donner de toi, tu dois te montrer sous un angle, etc. Voilà, c'est ça. C'est une nouvelle D'accord. chance. Merci, D'accord. Elissa. Merci. Des autres questions avant qu'on vous dise bon dimanche? Alors, comment ça fonctionne? Quand on arrive, on se présente à la mairie et là, on a une liste de toutes les écoles avec tous les courants? Voilà. C'est vous qui dites, vous donnez le courant et on vous envoie en fonction de là où vous habitez. Et si on arrive en cours d'année? Pareil. OK. Je vous conseille, si vous pouvez déjà, quand vous savez déjà la ville, d'essayer peut-être de le contacter avant par mail ou avec, Vous avez vous avez un coordinateur d'Alia voilà, un coordonnateur. Voilà. à Naria qui s'appelle Arié, je crois. Oui, oui, oui. Voilà. Essayez de lui Betito. contacter avant. Très bien. Voilà. Merci. Bonjour, moi j'ai une petite question. Oui, Du Jennifer, coup, bonjour. bonjour. Du coup, bon, moi j'ai déjà contacté la coordinatrice à la mairie de Tel Aviv parce que c'est là-bas qu'on va faire l'ALIA. Mais on Mhm. va arriver, si Dieu veut, vraiment quelques jours avant la rentrée en septembre. Enfin, les inscriptions se font très rapidement, c'est-à-dire que si on arrive le 29 août, le 1er septembre, il peut rentrer dans une école. Oui, oui. Ok, d'accord. Donc en fait, c'est vraiment très administratif ce que je vous pose comme question, mais en gros, quand on arrive, on va tout de suite à la mairie et on Voilà. décide Donc, de faire c'est ce que je dis l'inscription. toujours, la première semaine,
à part ouvrir un compte en banque, c'est aller inscrire les enfants à l'école. Voilà. Ok, ça marche. Et la même réponse, si vous pouvez la contacter avant de venir en Oui, je Israël l'ai fait physiquement, déjà. c'est déjà une grande chose parce qu'ils vous connaissent, ils savent que vous devez venir et déjà ils peuvent vous orienter quand vous arrivez physiquement à la mairie ou à l'école. Ouais, c'est fait, mais bon, elle sera en vacances, elle m'a dit, donc il faudra Ouais, voir quelqu'un d'autre. oui, pas de Et souci. du coup, bah, pour lui, vous voyez qu'il rentrera aussi au collège, donc comme madame enfin, qui est en CM2 actuellement, donc il devra rentrer en sixième, donc là, intégré à la primaire. Je me posais aussi la question, on a beaucoup parlé du système de la primaire. Pour les collèges, après, c'est pareil, ils sont un peu partout dans la ville. On choisit, pareil, en fonction des mouvements laïques ou religieux. C'est le même principe que pour la primaire. Exactement. Ouais, ouais, D'accord, ok. Ok. Et a priori, c'est aussi sectorisé en fonction de là où on habite. exact. D'accord. Et si on veut sortir du secteur parce qu'il y a une meilleure école, on peut demander à faire des dérogations ou On peut demander une dérogation. La question, c'est qu'est-ce que vous appelez meilleure école? Oui, non, mais oui, oui, c'est vrai, vous avez raison. Ben, parce qu'avec peut-être de meilleurs avis de personnes que je connais, des choses comme ça, ouais, c'est essentiellement ça. C'est très subjectif. Ouais, c'est subjectif, c'est vrai, peut-être. Non, non, c'est parce que voilà, comme le but n'est pas forcément l'instruction, une bonne école n'est pas forcément une école d'après le niveau de l'instruction. C'est-à-dire Oui, que oui. parfois les gens dans les salons me demandent, vous avez la liste des meilleures écoles? Donc je leur dis oui, mais pour être dans la liste des meilleures écoles, c'est le nombre d'enfants qui font du volontariat, c'est le nombre d'enfants qui s'engagent dans les unités d'élite, c'est le nombre d'enfants, vous voyez, Mhm, qui mhm. n'ont pas quitté. C'est-à-dire c'est l'école qui a le même nombre d'enfants au départ et à l'arrivée. Ça veut dire qu'ils n'ont pas jeté la moitié en seconde pour être sûr d'avoir 100% au bac. Ça veut dire qu'ils ont toujours le même nombre d'écoles. Donc tout ça, c'est ce qui rentre en compte. C'est facile d'aller dans une école où il y a 100% de résultats au bac, mais en seconde, ils ont vidé la moitié de Ouais. l'école. Donc vous voyez ce que je veux dire. Ouais, Donc, c'est vrai que je suis pas trop axée là-dessus, mais plus aussi sur l'environnement, l'ambiance générale de voilà. l'école. Alors, Et- moi, ce que je dis, ouais. c'est surtout les fréquentations. Il y a des bonnes fréquentations, des moins bonnes fréquentations, mais il y a aussi le facteur chance. Ça veut dire, c'est pas forcément quelque chose qu'on peut, c'est comme les voisins. On peut avoir des problèmes avec des voisins et puis avoir des super voisins. Voilà, c'est pareil à l'école. On peut, ce qu'on éduque à la maison, comment choisir ses copains, etc. C'est ça qui est important. Karine, je te remercie beaucoup pour cette présentation. C'était important, c'était clair. Toda raba. Merci beaucoup. Merci. Merci.